Bonjour mesdames et messieurs, c'est un honneur d'être ici, d'être invité au Forum de l'économie vaudoise. L'EPFL est bien sûr ancré en terre vaudoise, donc c'est un plaisir de parler un tout petit peu de l'EPFL. Mais avant ça, j'ai écouté avec grand intérêt le débat sur la pénurie d'employés. J'ai aussi entendu qu'il y avait trop d'employés à l'État. Je suis désolé, je suis un employé de l'État, de la Confédération suisse en fait. Mais je travaille au-delà de 65 ans, ça c'est la bonne nouvelle. Mais je dois vous avouer, c'était très difficile parce que ça a été mentionné, il faut faire l'ajournement de l'AVS. Je ne sais pas qui d'entre vous a essayé de le faire. Vous vous retrouvez sur un document de 20 pages qu'il faut remplir avec des informations qui existent déjà, bien sûr, dans la base de données de l'AVS, donc que vous devez retrouver, mettre à la main, etc. Et on parlait de productivité, et je pense que l'État, en général, pourrait être beaucoup plus productif. Et ça permettrait d'ajourner plus facilement. Et je parle sous le contrôle d'Isabelle Moret, ici au premier rang. Donc mais comprenez-moi bien, je suis un employé d'État, mais j'essaye de faire que l'État serve la population, et en particulier en recherche, en éducation, en innovation. OK, alors par exemple, dans une semaine, c'est la magistrale de l'EPFL, donc c'est l'événement phare de l'EPFL, où on donne les diplômes à nos graduates, qui deviennent nos alumni. On en donne, entre les masters et les PhD, environ 2000 par année. Alors j'ai vu qu'il y avait 430 000 jobs à pourvoir, donc ça ne suffit pas tout à fait. Okay, mais c'est notre contribution, et c'est, je pense, une contribution importante. Et je vais en parler un tout petit peu aussi pour expliquer comment on forme les jeunes chez nous. Mais avant ça, je commence par une toute petite anecdote, qui est l'anecdote de l'économie du coucou. Je suis très intéressé par l'économie digitale, je pense que c'est extrêmement important qu'on la comprenne. Et puis, à l'époque, j'avais regardé ce problème-là, j'étais en Chine, et puis quand vous êtes en Chine, à la sortie de l'hôtel, vous avez 5 plateformes de services taxi genre Uber. Donc il y a Uber, et il y en a 4 chinois. Je pense que maintenant, il n'y a plus Uber, hein, mais bon, ça c'est un autre problème. Et donc vous voyez une économie chinoise qui tout de suite a embrassé les transformations digitales, les a intégrées, a créé Alibaba, etc. Okay, pendant ce temps, en Suisse, on est assis comme ça, puis on regarde Uber. Et puis on dit, c'est quand même génial, Uber, jusqu'à ce qu'on réfléchisse au modèle économique d'Uber. Et c'est le modèle de l'économie du coucou, que j'ai expliqué dans le défunt journal qui s'appelle l'Hebdo, à l'époque. Autre problème, les médias, si je peux me permettre. L'économie du coucou, c'est la suivante. Vous avez un pays qui fonctionne extrêmement bien, la Suisse. Vous avez des routes, vous avez la sécurité, vous avez les télécoms, il y a tout qui fonctionne fabuleusement bien. Et il y a une entreprise à San Francisco qui vient mettre l'œuf du coucou. Elle se met là-dedans, elle profite du fait que tout fonctionne extrêmement bien, elle fait fonctionner un système, c'est pas rocket science hein, de faire tourner la plateforme Uber, et puis elle prend 30% de marge. Okay, si maintenant vous prenez tous les services que vous faites tourner en Suisse, et que ces services sont faits à partir de San Francisco, et qu'il y a 30% de marge qui partent, eh bien, je peux vous dire, l'économie suisse va beaucoup souffrir. J'ai essayé d'expliquer ça à mes collègues, aux politiciens, dans les journaux, etc. J'ai écrit ça il y a 10 ans. Les résultats ne sont pas encore tout à fait probants sur l'économie digitale en Suisse. Et maintenant, on a le prochain tsunami qui arrive. Et le prochain tsunami, c'est l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez le genre de truc qu'on voit. L'IA devrait générer des milliards pour les entreprises suisses. Ah, je ne suis pas sûr. Ça va générer de l'argent pour les entreprises suisses, mais encore beaucoup, beaucoup plus pour les entreprises qui sont dans l'économie du coucou. Vous parlez aux grandes entreprises, même leading, comme dans la pharma à Bâle, ils disent « oui, on a des données, on a parlé à Microsoft, bon, ils vont nous aider ». Eh ben, je peux vous dire ce que fait Microsoft avec les données de la pharma suisse. Donc, il y a juste un warning sign, il faut absolument maîtriser la technologie de demain. Ça demande de la science fondamentale, ça demande de la science appliquée, ça demande de la formation, ça demande qu'il faut toujours être on the ball, il faut toujours être là où ça se passe. Il faut faire très attention, ça bouge très vite, et nos amis qui maîtrisent les technologies digitales, qui sont les GAFAM, qui sont à la tête de cette économie-là, ils ne vont pas faire de cadeaux ni à la Suisse, ni à l'Europe, ni au reste du monde, et ils vont simplement faire tourner l'économie du coucou. Voilà.
En même temps, je vais être très positif sur l'intelligence artificielle parce que pour la recherche, c'est un truc fabuleux. Il n'y a pas un domaine de recherche à l'EPFL qui n'est pas fondamentalement impacté par l'intelligence artificielle, parce que c'est une technologie complètement transversale qui permet à des chercheurs qui prennent ces méthodes-là de faire des avancées extrêmement rapides. Je prends un seul exemple, il y en a tout plein, de l'EPFL, d'autres endroits. C'est la prédiction ici des hurricanes, donc c'est un problème relativement difficile, qui a un grand impact, évidemment. Là, c'est le cas des États-Unis. Et puis, on voit que les modèles standards qui ont été utilisés dans les 50 dernières années par les gens qui font la prévision météorologique, comme on le fait en Suisse, n'arrivent pas à prédire, en fait, où les hurricanes arrivent sur la côte sud, alors qu'un modèle qui prend toutes les données qui existent déjà et qui ajoute ça au modèle classique arrive à faire une prédiction 2 jours en avance de où le hurricane va passer quand il arrive aux États-Unis. Et ça, c'est juste un exemple parmi beaucoup, où les données sont là. Il y a des méthodes historiques. Si vous mettez l'IA, les données historiques, le savoir-faire des gens, vous arrivez à faire des avances en sciences qui sont fabuleuses. Very good. Alors, parlons de la formation, puisque ça, c'est le premier métier. Alors, on a sorti ici une de ces analyses standards, ça vient du WEF. Quels sont les jobs qui vont exploser dans les années qui viennent? Donc, c'est usual suspects, AI, machine learning, la durabilité, business analysis, etc. Et puis, ceux qui vont disparaître. Et puis, quand je montre d'habitude ce slide, je dis, un job qui va aussi disparaître, c'est les gens qui font des slides comme ça. OK? Pourquoi? Parce que vous pouvez poser la question à ChatGPT et vous aurez le résultat. Bon, maintenant, quels sont les skill sets? Que doivent connaître les gens? Et là, alors, je suis un tout petit peu biaisé, mais là, je m'appuie sur le WEF. Analytical thinking, évidemment, c'est ce qu'on fait beaucoup à l'EPFL. Creative thinking, ça c'est important, ok? Analytical, c'est bien, mais être créatif, c'est absolument nécessaire. AI, big data, etc. J'étais un peu déçu parce que le numéro 10, c'est empathy and active listening. Alors, si vous êtes dans le management, vous savez que l'empathie, la bienveillance, etc., c'est ça qui fait que les équipes fonctionnent. Je suis un peu déçu que ce soit en queue de liste de ce slide qui vient du WEF. OK, alors qu'est-ce qu'on fait à l'EPFL? Vous connaissez un peu l'EPFL, j'espère. On est un institut de technologie, donc on a toutes les sciences fondamentales, les sciences appliquées, l'architecture et les sciences de la vie. Ça conduit à une bonne douzaine de masters, de programmes de master, plein de programmes de doctorat, etc. 15 000 étudiants sur campus, et comme je disais tout à l'heure, environ 2 000 qui partent dans le marché du travail chaque année. Alors, un truc qui est peut-être important, c'est qu'on a fait pas mal de réformes sur ce qu'on enseigne à nos étudiants. C'est une formation qu'on appelle polytechnique, donc, qui est dans la tradition allemande, française et américaine des instituts de technologie. Et dans cette formation polytechnique, évidemment, les maths et la physique sont fondamentales. Alors, je sais que ça fait bailler les gens, mais je continue de penser que les maths et la physique, c'est assez utile parce que c'est parmi les sciences qui sont à la base de tout le reste. Et si on les maîtrise bien, ça nous permet de faire tout le reste. Mais on a remarqué, en particulier avec la science des données et l'intelligence artificielle, que tous nos étudiants, pas seulement ceux qui font l'informatique ou les maths, doivent comprendre quelque chose qu'on appelle la pensée computationnelle, qui n'est pas la programmation, mais qui est la façon de penser les problèmes pour pouvoir les fournir à un ordinateur pour trouver la solution. Computational thinking. Et donc maintenant, tous nos étudiants prennent ça, ce qui fait que tous les étudiants sont prêts à prendre des cours de sciences des données, d'intelligence artificielle. Et le résultat, c'est que les plus grands cours à l'EPFL, avec 700 ou plus étudiants, d'ailleurs on n'a pas la place pour les mettre dans un auditoire, sont dans ces domaines-là, parce que tout le monde veut apprendre, évidemment, ce qui sont les sciences de demain et qui leur donneront des jobs intéressants. En plus de ça, on a aussi introduit, à partir de cette année, un cours fondamental autour de la durabilité, donc la science du climat et les solutions pour résoudre les problèmes climatiques. Et finalement, l'apprentissage par projet, qui est à l'origine ce que font les étudiants quand ils participent à des compétitions internationales, où ils apprennent beaucoup plus que juste la technologie, ils apprennent le management, le fundraising, le marketing, etc. Voilà, donc l'éducation a pas mal évolué, et une chose qui est peut-être pas suffisamment connue à l'extérieur, c'est que tous nos étudiants font un stage en entreprise, soit
pendant leurs études, ils passent 6 mois dans une entreprise ou ils font leur travail de master en entreprise. Et comme vous le voyez, beaucoup, évidemment, le font dans le canton de Vaud, dans l'arc lémanique. Et j'ai vu qu'en Appenzell Road extérieur, il n'y en a pas, okay, donc il y a encore un potentiel. Mais je ne crois pas que c'est très digitalisé encore. Ils ne savent pas compter les votes, hein, vous avez remarqué. Donc, il y a du potentiel. J'aimerais simplement indiquer que ça, c'est très important parce que dans vos entreprises, vous pouvez venir à la bourse des stages, vous pouvez avoir un étudiant qui vient et une grande partie des étudiants, en fait, prennent un job là où ils ont fait leur stage en entreprise. Ça, c'est important. Tout à l'heure, on a entendu, il faut réduire la durée des formations parce que les gens ensuite passent encore des années dans des stages. Ce n'est pas le cas de l'EPFL. Tous nos étudiants, essentiellement, ont un job quand ils finissent avec leur diplôme à l'EPFL, entre autres grâce au stage en entreprise. Ensuite, on est dans la formation continue. C'est un domaine qui va beaucoup évoluer, surtout si on veut que les gens travaillent plus longtemps, qu'ils évoluent dans leur carrière, qu'ils maîtrisent les nouvelles technologies. Et là, il y a toute une série d'initiatives de l'EPFL, je ne vais pas toutes les traverser, mais ça touche évidemment les domaines qui sont chauds, la durabilité, la transition énergétique, l'intelligence artificielle, la science des données, et puis ce qui est aux interfaces, par exemple les sciences de la vie et les sciences de l'ingénieur, un domaine où on est extrêmement actif. Et avec ça, je pense que, et ça on le fait ensemble dans une école de formation continue qu'on fait ensemble avec l'Université de Lausanne, je pense qu'on contribue aussi à la formation des travailleurs pour la place de travail ici dans le canton de Vaud ou en Suisse. Alors, il y a une chose que je dois aussi rappeler de temps en temps, je le rappelle de temps en temps au gouvernement vaudois, je ne sais pas pourquoi, on dépense beaucoup d'argent dans le canton de Vaud. Donc c'est une école fédérale, on a un budget fédéral de 750 millions, en diminution, en parenthèse, quelqu'un disait qu'il y avait trop d'États, ben effectivement il y en aura moins parce que notre budget va potentiellement diminuer, surtout après le rapport Gaillard. Expliquez-moi comment on va fournir les talents pour la Suisse avec un budget en diminution. Ça, c'est comment dirais-je, un paradoxe qu'il faudra quand même résoudre. Mais ces 750 millions conduisent en fait à encore 50% de plus qui sont des fonds de tiers qui sont levés par le PFL. Donc on a un budget environ d'1,2 milliard. Ces 1,2 milliard se transforment en salaire des collaborateurs qui payent des impôts, mais aussi on a la plupart de nos fournisseurs, évidemment, sont dans le canton de Vaud, il y en a presque 3000. Et puis, en 2023, on a dépensé 300 millions avec nos fournisseurs dans le canton de Vaud. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Ensuite, on a fait une analyse, 1 franc dépensé à l'EPFL, quel impact ça a sur le canton de Vaud? Il y a un facteur 5 environ. Et donc, à la fin, l'effet économique de l'EPFL qui est dans le canton de Vaud, c'est environ 4 milliards par année. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je sais que c'est beaucoup des employés de la Confédération, mais le résultat net, je pense, c'est que ça a transformé l'arc lémanique dans les 50 dernières années, mais ce n'est pas à moi de le dire. Il y a une autre chose qui n'est peut-être pas suffisamment connue, c'est que l'EPFL a des plateformes qui sont des plateformes technologiques qui sont à la base utilisées par nos chercheurs ou des chercheurs de l'arc lémanique ou plus loin, mais aussi par les entreprises. Vous avez un centre de microscopie électronique, vous avez le centre du Bochet, il y en a 40, okay, et qui sont à disposition des entreprises. Donc si vous avez un problème technologique, vous pouvez venir chez nous, trouver des spécialistes, et puis dans des conditions, à mon avis, qui sont très favorables, utiliser ces plateformes qui sont à disposition du tissu économique vaudois et suisse en général. OK. Vous connaissez certainement le parc de l'innovation. Je pense que ça, c'était une des très bonnes idées de l'EPFL. Il a été créé en 1991, donc il y a plus de 40 ans. Et puis, bientôt 40 ans, excusez-moi. Et le parc de l'innovation, je pense que c'est le seul exemple que je connais certainement en Suisse, mais aussi plus largement, où le parc de l'innovation est directement sur le campus de l'université. À d'autres endroits, vous avez des parcs d'innovation, ce qui, bien sûr, c'est très à la mode actuellement. Mais ici, on a une osmose qui est extrêmement proche, parce qu'effectivement, le parc est où on est. Les entreprises travaillent avec nos étudiants, justement, pour des stages, par exemple, ou avec nos laboratoires, avec des doctorants, etc. Et cette osmose-là, elle est intéressante tant pour les entreprises que pour les étudiants, que pour les professeurs et les PFL en général.
Very good. On a bien sûr différents programmes d'incubation pour expliquer à nos jeunes qu'effectivement on peut faire des startups. Donc il y a des programmes pour nos étudiants en bachelor qui leur permettent d'essayer une idée. On leur donne un petit peu d'argent pour to play with, comme on dit. Et ça conduit à un pipeline de start-up à l'EPFL qui, bon an, mal an, génère entre 2 douzaines et 3 douzaines de start-up chaque année, ou de transfert de technologie dans l'industrie. Alors nous avons aussi le programme Alliance que l'EPFL fait tourner, mais avec toute une série de partenaires. Donc nous, on est juste le chef d'orchestre de ce programme-là pour stimuler l'innovation dans les entreprises, donc avec des fonds qui sont mis à disposition. Vous voyez les chiffres 2023, il y avait 27 millions qui ont été levés avec InnoSuisse à travers ce programme Alliance. De nouveau, une opportunité pour les entreprises pour travailler, que ce soit avec le PFL, avec les HES ou d'autres partenaires de cette initiative. Alors, j'aime bien donner quelques exemples pour un peu faire montrer que c'est très large. Et celui en haut à gauche, je l'aime beaucoup parce que c'est un paysagiste qui travaille avec un laboratoire de l'EPFL pour créer des arbres intelligents. Que sont des arbres intelligents? En fait, c'est un système de senseurs et de monitoring qui permet de voir comment évoluent les arbres et quelle est leur santé, etc. C'est un exemple vraiment peut-être un peu surprenant, mais qui a été justement soutenu par le programme Alliance. Il y en a d'autres qui sont plus classiques dans le domaine de la pharma, l'interaction entre la médecine clinique, la recherche fondamentale en sciences de la vie et puis l'impact sur les médicaments. Et puis, je finirai par un exemple que j'aime beaucoup parce que nous avons lancé ça pour la Suisse il y a maintenant 7 ans. C'est le Swiss Data Science Center. On a reconnu ensemble avec mon confrère à Zurich, Joël Mézot, que la science des données, on était beaucoup trop dépendant de groupes étrangers qui vendaient ces services. Je dis toujours, nous, on leur donne les données et puis ils nous les revendent. Okay, cherchez l'erreur. C'est quand même intéressant comme business model. Hein. Vous donnez quelque chose et puis vous le revendez. Donc là, on a dit qu'il faut une compétence pour la recherche, mais aussi pour l'industrie, où beaucoup de gens ont beaucoup de données, sont un peu perdus quoi faire avec, parce que souvent, c'est des entreprises. Je prends un exemple qui est en bas à droite, c'est Buller. Vous connaissez sûrement Buller, le world leader dans les milling machines. Et puis, Buller n'a pas forcément des spécialistes d'intelligence artificielle, donc ils sont venus au Swiss Data Science Center. Ils ont fait un programme avec un binôme, un chercheur du Swiss Data Science Center, pour faire, ça c'était de l'analyse d'images, pour faire du tri extrêmement rapide sur leurs machines. Il y avait d'autres exemples qui sont avec le CHUV, avec les hôpitaux, et ce Swiss Data Science Center, de nouveau, est ouvert pour les entreprises qui sont intéressées, et puis je serais très content d'en parler plus si le temps le permettait. Je finis toujours avec une caricature de Chapat. Je pense que c'est the smartest guy I know. Il arrive toujours à résumer la situation extrêmement bien et c'est l'exemple. On donne les données et on se les fait revendre ou on se les fait piquer. Il y a toute une série de points que j'ai mis, je ne veux pas entrer dans le détail, où on voit que la digitalisation, qui est une immense opportunité, est aussi un immense risque si on ne la maîtrise pas complètement. Et je dis toujours, faites attention, ne donnez pas vos données, gardez le contrôle de vos données, travaillez avec des gens qui peuvent vous aider à les utiliser, mais faites attention de ne pas devenir une colonie digitale. Merci beaucoup pour votre attention.